Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce troisième webinaire de veille formation au sujet de la veille du premier trimestre 2025. Nous allons aborder aujourd'hui l'ensemble des thématiques de veille, pas uniquement la veille légale et réglementaire, même si celle-ci est toujours un petit peu plus fournie que les autres. Donc, nous passerons un peu plus de temps sur l'indicateur 23, mais nous ferons aussi un point sur l'indicateur 24 et l'indicateur 25. L'indicateur 26, lui, sur le handicap, est inclus à la veille légale et réglementaire. Au titre de la veille, en effet, le handicap se retrouve dans la veille légale et réglementaire. En tout cas, voilà, vous aurez un petit panel sur l'actualité de ce premier trimestre 2025. Cette veille, elle s'adresse à vous si vous êtes acteur de la formation, donc organisme de formation, centre de formation par apprentissage, centre de bilan de compétences, accompagnateur VAE, formateur, consultant, auditeur ou pourquoi pas organisme certificateur. Vous souhaitez décrypter les informations qui ont fait l'actualité de la formation professionnelle sur ce premier trimestre 2025, nous allons vous accompagner dans ce décryptage et aussi vous suggérer comment organiser et exploiter ces informations dans le cadre, évidemment, des exigences de Calliope, mais surtout, et je le rappelle systématiquement, au bénéfice de votre organisation, car c'est cela qui compte avant tout, avant de répondre même aux exigences de Calliope. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Alexa Rousseau. Je suis auditrice et accompagnatrice Calliope. Je suis également formatrice et gestionnaire d'un OF depuis plus de 10 ans. Et je suis fondatrice de Veille Formation, la solution de veille, de réalisation et de transmission et d'exploitation de la veille des acteurs de la formation. Veille Formation, c'est quoi? Juste en quelques secondes, c'est la solution qui facilite effectivement la veille et son exploitation. Elle a été conçue par des experts de la formation, des accompagnateurs, auditeurs Calliope, mais aussi des ingénieurs de certification ou des spécialistes du financement de la formation. Elle est là pour vous proposer une veille quotidienne sur plus de 400 sources. Ces 400 sources, elles sont françaises, mais également canadiennes, belges, suisses. Pourquoi ces pays-là? Parce qu'ils sont plutôt novateur sur l'aspect innovation pédagogique et technologique. Elle est effectuée, cette sélection, par des experts de la formation. Cela signifie que nous lisons, que nous écoutons, puisqu'il y a aussi des podcasts et des vidéos, tous les contenus de veille que nous mettons à votre disposition sur la plateforme. Ça nous permet de faire un tri et de vous proposer uniquement ce qui est pertinent. Nous couvrons donc les 4 thématiques de veille. Nous faisons également une veille sur les appels d'offres de formation ou d'ingénierie de certification. Cela vous permet d'être au courant effectivement des tendances de votre marché et bien sûr d'y répondre si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc ça, c'est à votre disposition au quotidien également sur la plateforme. Nous faisons une sélection de contenus qui vous correspondent et vous pouvez les filtrer à tout moment dans votre espace. Cette veille, elle est également collaborative, ça vous permet de la partager avec les utilisateurs de votre compte, mais aussi en externe, puisque nous avons inclus un outil newsletter à notre solution. Et c'est important de transmettre cette veille aussi à vos formateurs externes, puisque ça fait partie de l'entretien de leurs compétences et de leurs connaissances. Vous allez pouvoir également exploiter votre veille au sein de notre outil, puisque nous avons un outil qui s'appelle le PADEX, un plan d'exploitation plan d'action et d'exploitation inclus à notre solution. C'est là-dedans que vous allez pouvoir tracer comment vous utilisez cette veille, les décisions que vous prenez grâce à elle, donc l'exploitation, la fameuse exploitation qui n'est pas toujours très bien comprise, malheureusement, dans le cadre des audits. C'est cet outil que les auditeurs adorent par-dessus tout parce qu'effectivement, il y a la traçabilité de la réalisation et de l'exploitation de votre veille à l'intérieur. Et puis, nous vous proposons aussi régulièrement, comme nous le faisons aujourd'hui, des décryptages et des outils qui vous aident à mieux comprendre de façon transverse les sujets qui font votre actualité. Pour les clients veille formation, je précise que toutes les ressources que je vais mentionner aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire sont à votre disposition, bien sûr, sur la plateforme et que vous pouvez les retrouver en un seul clic en allant sur le filtre Veille Format Club que nous avons créé récemment. Vous verrez donc toutes les ressources pour chacun des webinaires passés et également celui d'aujourd'hui, y compris le replay et le support qui viendront donc dès demain dans votre espace. Également, dans le plan d'action et d'exploitation,
nous avons introduit la possibilité pour vous de visualiser des suggestions d'exploitation. Les experts, dès que c'est possible, quand le contenu n'est pas trop spécifique, vous indiquent comment utiliser cette ressource dans le cadre de votre exploitation, de votre prise de décision. Ça, c'est une colonne à afficher dans votre plan d'action. Voilà. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir notre plateforme, puisque parmi vous, il y a bien sûr des clients Veille Formation, mais il y a aussi des personnes qui simplement nous suivent sur nos réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui souhaiteraient découvrir notre solution, eh bien, ça n'engage que votre curiosité et 45 minutes de votre temps. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nos équipes pour une démo individuelle et personnalisée. Et en bonus, vous recevrez 10% de remise pour votre fidélité dans le suivi de ce webinaire sur votre premier abonnement. Donc voilà, n'hésitez pas à scanner le QR code qui est à l'écran ou directement à demander une démo depuis notre site veilleformation.com. On passe tout de suite à l'actualité donc de la veille légale et réglementaire, l'indicateur 23, sur ce premier trimestre. Alors évidemment, ça, c'est une actualité assez simple à collecter et aussi surtout à exploiter. Vous le savez, chaque année vient le temps de votre BPF. C'est maintenant avec le printemps. Voilà. Comme chaque année également, il y a un report. Vous pouvez déposer votre BPF au 31 mai, non pas au 30 avril 2025. Donc ça, c'est une information, bien sûr, que vous pouvez facilement exploiter. Et puis, Centre Info réalise tous les ans également un petit document qui vous permet de bien remplir votre bilan pédagogique et financier. Il est disponible donc sur le site de Centre Info, vous pouvez le télécharger et il va vous aider à compléter les différentes rubriques de votre BPF. Vous le savez, c'est extrêmement important ce BPF parce que c'est lui qui conditionne le maintien de votre numéro de déclaration d'activité. Voilà, pas de BPF, eh bien, des référencements possibles, vous ne serez plus formateur. Donc, c'est important. Bien sûr, les organismes de formation le savent. Les formateurs indépendants parfois peuvent l'oublier et les sous-traitants en particulier peuvent l'oublier. Donc, important, soyez dans les temps. Il y a cette tolérance jusqu'au 31 mai. Ensuite, si vous dépassez la date, il faudra vous rapprocher de l'adresse de votre région. Alors, on va parler souvent dans ce webinaire de contrôle qualité renforcé. Vous allez voir que euh, c'est un petit peu la thématique du moment. Donc là, j'ai mis en avant un communiqué de presse qui me paraît quand même assez significatif de cette tendance. Les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont indiqué donc, dans ce communiqué qu'une inspection interministérielle serait missionnée prochainement. Dans son viseur, l'enseignement supérieur privé. Vous avez sans doute suivi l'actualité et la parution du livre Le Cube qui a un petit peu défrayé la chronique. On ne va pas en parler aujourd'hui. En tout cas, l'enseignement supérieur privé est clairement dans le viseur aujourd'hui des autorités. Cela signifie donc un renforcement des contrôles et ils ont également indiqué que cela s'appliquerait à l'apprentissage. On ne connaît pas encore les modalités puisque cette inspection interministérielle va être créée et missionnée prochainement, donc peut-être c'est en cours déjà. On ne sait pas quelle forme cela va être. Ils ont néanmoins indiqué qu'ils travaillaient en parallèle avec la ministre du Travail au renforcement de Calliope. Donc, on entend beaucoup parler d'une version 10 de Calliope. On sait qu'elle arrivera probablement en 2026. Encore une fois, le contenu n'est pas pour l'instant divulgué, mais elle devrait être plus exigeante sur l'évaluation de la qualité des formations. Il y a quelques petites présuppositions par rapport à ça, notamment sur l'accessibilité. Donc ça, c'est une thématique d'ores et déjà à surveiller. Sur la compétence des formateurs, je pense que quand on entend parler d'évaluation de qualité des formations, bien sûr, l'évaluation de la qualité des formateurs et des équipes de formateurs est importante à prendre en compte. Donc, commencer effectivement peut-être à travailler sur ces thématiques-là paraît être une bonne idée. Dès que nous en saurons plus, évidemment, nous vous tiendrons informés. Donc, contrôle qualité toujours, mise à jour du référentiel de contrôle qualité de D2OF. Alors, D2OF, c'est en fait Datadoc. Vous allez me dire, Datadoc n'existe plus. Si Datadoc existe toujours, le GIE Datadoc existe toujours, et c'est sur la base
de ce manuel que sont diligentés les contrôles des financeurs. Ça aurait pu être sur la base de Calliope, mais non. Nous sommes en France, nous aimons bien la complexité et nous aimons bien avoir des manuels différents pour chaque typologie. Voilà, donc ce manuel de contrôle, c'est celui qui sera utilisé dans le cadre des contrôles de la DREPS ou des financeurs. C'est donc important de bien le connaître, à minima déjà de le télécharger et de le lire. Il a été mis à jour donc très récemment. Si vous notez dans le cadre de votre lecture des modifications à apporter à vos process, bien sûr, c'est important de les noter en exploitation de votre veille, ainsi, pourquoi pas, qu'en amélioration continue. Voilà. Ça, ce sont des exploitations auxquelles on ne pense pas forcément, mais c'est essentiel. Vous le voyez sur la slide, je ne vais pas vous la lire. Les critères sont au nombre de 6. Hein, voilà, la transparence, la fiabilité, concevoir des formations adaptées aux besoins. Bon, on se doute quand même qu'il y a un lien entre ce manuel et les critères et exigences de Calliope. Hein, on le retrouve là dans l'analyse du besoin, par exemple. Assurer la conformité des formations, l'authenticité des ressources et documents pédagogiques, la cohérence des profils et compétences des formateurs. On revient à cela, hein, voilà, donc l'indicateur 21 et 22 de Calliope. Voilà, la cohérence reste effectivement préservée. Néanmoins, il y a des subtilités à prendre en compte. Donc, je vous invite encore une fois à vérifier au travers de ce manuel que vous êtes conforme non seulement à Calliope, mais aussi aux exigences particulières qui sont mentionnées là-dedans. C'est toujours une bonne idée de s'auditer, de faire des points de contrôle durant son année, même si effectivement votre activité, votre opérationnel vous mobilise. Suivre les possibilités de contrôle est important parce que quand on subit ce type de contrôle, c'est un petit peu trop tard pour réagir. Voilà. Ensuite, une exploitation qui est aussi assez aisée à mettre en avant dans le cadre de votre suivi, c'est la mise à jour des critères de financement des OPCO et des fonds d'assurance formation. Vous le savez, depuis la version 8 de Calliope, l'indicateur 30 inclut la possibilité pour vous de suivre des webinaires des financeurs qui traitent donc de leurs critères de financement, de noter ce suivi, de prouver que vous avez suivi ce webinaire et donc d'être dispensé de l'envoi d'un questionnaire et d'une relance à ce questionnaire aux financeurs. Donc, c'est important déjà, bien sûr, d'être informé de ces critères de financement pour pouvoir être en adéquation avec eux, proposer une offre qui va correspondre à leurs attentes, mais également, voilà, au travers de cette nouveauté de l'indicateur 30, eh bien voilà, suivre un webinaire et donc être encore mieux informé vous dispense d'envoyer un questionnaire qui souvent ne fait pas l'objet d'une réponse. Voilà. En revanche, je le précise, il faut que ce soit bien clair, ça concerne chaque OPCO. Cela signifie que si vous suivez le webinaire, par exemple, d'Opco Atlas, vous êtes dispensé d'envoi de questionnaires pour Opco Atlas, mais bien sûr pas pour Acto ou Opco EP. D'accord? Un webinaire, une dispense. Le FSE+. FSE+, on a noté que c'était une nouvelle opportunité de financement. C'est un petit peu complexe. Néanmoins, des OPCO comme Constructis, OPCO 2i ou Labdas proposent désormais des accès à ce financement FSE+. Alors, ça vaut la peine d'aller vous renseigner un petit peu sur cette modalité de financement. Vous allez trouver un article là-dessus sur Centre Info, justement. La prise en charge n'est qu'à 50%, donc ça nécessite un cofinancement et il y a bien sûr des critères pour obtenir ces financements. Ils doivent répondre à des besoins stratégiques. Donc, on retrouve les fameux métiers en tension qui sont quand même une donnée un petit peu constante aujourd'hui quant au financement de la formation. Les transitions numériques et écologiques et les compétences transverses. Donc, si vous avez des projets de formation dans votre catalogue
qui traitent de ces thématiques ou que vos clients en ont et que vous avez besoin de les monter, eh bien, écoutez, allez quand même consulter cet article et puis il y a un site dédié à cette modalité parce qu'ils sont peut-être éligibles à un financement à 50% de leur projet. En revanche, si votre formation est également financée via le CPF ou l'alternance, vous n'êtes pas éligible au FSE+. Fin du crédit d'impôt formation dirigeant. Alors ça, effectivement, on en parlait lors de notre premier webinaire de l'année, ça a été confirmé. Le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants a pris fin au 31 décembre 2024, n'a pas été prorogé en 2025. Donc, voilà, jusqu'à preuve du contraire, peut-être l'année prochaine, les crédits d'impôt formation de dirigeants ont été supprimés. Voilà. Également, c'est à noter dans votre veille et dans l'exploitation de celle-ci si vous y faisiez, si vos clients faisaient appel à ce financement. Les stages en entreprise. Pour nombre d'entre vous, vous proposez effectivement des périodes d'application de la formation en entreprise. Là encore, attention, la jurisprudence est assez précise sur le sujet, la législation est assez précise sur le sujet. Donc, nous avons mis en avant cet article, qui est également de Centre Info, sur la distinction entre le stage en entreprise et la période en entreprise. Le stage en entreprise, c'est, comment dire, la convention de stage, pardon, c'est applicable aux formations initiales. Les périodes en entreprise qui sont intégrées aux formations professionnelles continues sont encadrées, elles, par le Code du travail. Si on n'utilise pas les bons documents, si on est un petit peu flou sur la façon dont on qualifie ces stages, eh bien, on s'expose tout bêtement à un risque de requalification en contrat de travail. Donc, c'est important d'aller bien border ce cadre, d'éviter les litiges administratifs et les refus de financement qui pourraient en découler, et surtout les sanctions en cas de contrôle. Comment vous pouvez éviter ces erreurs? Tout simplement en utilisant des documents adaptés à la formation professionnelle et non à la formation initiale, donc pas une convention de stage telle qu'on peut l'avoir pour les étudiants. Et il faut bien sûr vérifier la réglementation de façon précise, s'assurer que la période en entreprise est bien une phase d'apprentissage pour l'apprenant et non une prestation de travail déguisée. Voilà. Et vous avez compris qu'en ce moment, la période étant très axée sur les contrôles et sur la rationalisation des financements, tout ce qui peut effectivement introduire une brèche légale, réglementaire, va être observé à la loupe. C'est notre rôle et notre devoir de vous mettre en avant justement ces brèches-là et de les faire ressortir dans notre veille quotidienne et là en l'occurrence trimestrielle. Pour le handicap, 3 choses que nous souhaitions mettre en avant aujourd'hui. Le document sur les aides financières de la GFIP annuel, hein, ce document, ce résumé des aides financières disponibles a été mis à jour, bien sûr, en début d'année. Vous le retrouverez sur le site de la GFIP. Il inclut effectivement les financements possibles en cas de formation. La liste des ressources formation handicap en région, donc les personnes de la GFIP susceptibles de répondre à vos questions en cas de besoin de compensation, notamment ces personnes-là qui sont aussi en relation avec tous les référents handicap régionalement parlant, sont identifiées sur une liste que vous devez absolument télécharger. C'est la base de ce que vous devez collecter dans le cadre de votre indicateur 26, puisqu'on vous demande de toujours tenir à jour une liste de partenaires régionaux. Donc, cette liste-là, elle a été mise à jour récemment, en mars, je crois. Vous pouvez la télécharger également sur le site de la GFIP et la conserver, la transmettre bien sûr à votre référent handicap et la conserver pour pouvoir appeler les bons interlocuteurs dans le cadre de questions ou de problématiques de compensation qui se poseraient à vous. Nous avons souhaité aussi mettre en avant une infographie réalisée par l'Université de Caen sur l'accessibilité des documents. Je vous le disais tout à l'heure, l'accessibilité, bien sûr, on pense à l'accessibilité PMR,
Celle-ci, elle est un petit peu évidente, mais l'accessibilité des documents est tout aussi importante et j'allais dire peut-être même beaucoup plus fréquemment utile. Pourquoi? Parce qu'on a dans nos publics, même s'ils ne sont pas identifiés, même s'ils ne se déclarent pas comme tels, on a beaucoup de personnes qui souffrent de troubles 10. Donc, leur proposer des documents accessibles, faciles à consulter, faciles à lire, c'est désormais très important. Également important pour les personnes qui auraient des déficiences visuelles. Cette infographie-là, je ne vous propose qu'une partie de l'infographie sur mon image. Vous allez pouvoir effectivement la télécharger euh, sur l'Université de Caen et également sur le site de l'Université de Lausanne qui l'a mise en avant. Et les petits conseils, les conseils qui sont donnés dans ce document sont assez simples à mettre en œuvre. Cela signifie que quand on construit son support de formation, notamment son PowerPoint ou autre, en tout cas son support de présentation lors de nos formations, lors de la diffusion des formations, tenir compte de ces conseils est une pratique qui finalement devrait rentrer dans nos habitudes. Vous verrez, c'est vraiment simple à utiliser. Ensuite, les actualités de la branche des organismes de formation. Un accord a été conclu pour revaloriser les rémunérations des salariés des organismes relevant de la convention collective des organismes de formation. Cet accord a été publié le 18 mars et il vient rendre obligatoire l'application de salaires minima conventionnels annuels pour l'année 2025 à compter donc du 18 mars. Cela signifie que vous devez prévoir éventuellement une régularisation si le salaire minimum annuel n'est pas atteint et qu'il doit intervenir cet ajustement au terme de l'année civile au maximum. Donc, je vous engage à être bien vigilant auprès des services qui gèrent la paye de vos formateurs. Est-ce qu'ils ont bien pris en compte cet arrêté? Est-ce que vous avez bien répondu aussi à l'obligation qui vous demande d'indiquer à titre informatif sur les bulletins de paye le salaire minimum conventionnel annuel brut correspondant au niveau de classification de votre salarié? Voilà, je le redis parce que c'est peut-être un petit peu euh, difficile à intégrer en une seule fois. Vous devez donc vérifier que vous payez bien vos formateurs selon les minima conventionnels établis par la nouvelle grille et également que sur vos bulletins de salaire figure désormais le montant de ce salaire minimum conventionnel pour information. Donc, il y a cette double vérification à faire. Je vous indique aussi que de nouveaux accords de branche ont été conclus dans différents domaines, domaine médico-social, domaine du sport et domaine de la santé. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. En revanche, vous retrouverez ces accords de branche, notamment sur le site de Centre Info. D'accord. Cela signifie que si vous travaillez dans ces domaines-là avec des clients qui sont dans ces branches-là, potentiellement, il y a des informations à collecter et à leur transmettre. Sur Keros, il y a aussi de nouvelles fonctionnalités qui ont fait leur apparition, ainsi qu'un guide d'utilisation pour vous permettre de les comprendre. Alors, au titre de ces nouvelles fonctionnalités, on note l'amélioration du dossier individu, l'affichage du taux de retour à l'emploi, la possibilité de créer un rendez-vous avec la modalité à distance. Donc là, de la même manière, toutes ces informations, elles sont facilement exploitables si vous êtes concerné. Vous allez tracer la provenance de cette information, l'information en elle-même et comment, dans le cadre de votre exploitation, cela influe sur vos process existants. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous demande de retrouver lors des audits, là, en l'occurrence, dans le cadre de l'indicateur d'intro. Pour ceux qui, effectivement, sont concernés par le CPF, vous le savez, depuis le 1er janvier, le montant forfaitaire qui est demandé en participation à l'apprenant a été revalorisé. Il est passé de 100 € à 102,23 €. Donc ça, c'est une exploitation à noter puisque, bien sûr, j'imagine que vous en avez informé non seulement vos équipes, mais également vos bénéficiaires. La réglementation au sujet des formations à la création et reprise d'entreprise a évolué.
elle a évolué en sortant l'ACRE des codes de droit, c'était sur le CPF, code de droit qui jusque-là visait donc ces formations-là, tout comme elles visent le bilan de compétences. Maintenant, à partir de là, la réglementation ayant évolué, pour être éligible au CPF, ces formations-là doivent être adossées à une formation certifiante au RNCP ou au RS. Et elles sont donc sorties toutes seules pour celles qui ne l'étaient pas. Voilà, vous l'avez sans doute remarqué. C'est important de le noter également. Ça a eu sans doute un impact majeur pour ceux qui le faisaient sur leur activité. Donc, n'hésitez pas à le noter en exploitation. Là aussi, la Caisse des dépôts a annoncé un renforcement des contrôles à venir. Objectif pour cette année, 1000 contrôles. Et la démarche d'évaluation de ces formations a été indiquée sur le site de la Caisse des dépôts à destination des acteurs de la formation. Vous allez retrouver la méthodologie d'évaluation qui repose sur 17 critères, qui sont répartis en 3 thématiques. Donc là, on voit un petit peu sur l'infographie le résumé de ces thématiques qui structurent la grille d'audit. Vous allez avoir le détail de cette grille d'audit sur le site de la Caisse des dépôts. Et là encore, si vous êtes concerné, n'attendez pas qu'un contrôle soit diligenté, vérifiez via un audit interne que vous répondez bien aux exigences de la Caisse des dépôts. C'est important de le faire, déjà pour améliorer la qualité de votre organisme, mais pour être prêt en toutes circonstances. Parce que, notamment en ce qui concerne ce type de financement, cela peut avoir des conséquences extrêmement graves si finalement une ou plusieurs de vos actions sont invalidées. Vous le savez, la Caisse des dépôts aujourd'hui ne plaisante plus avec ça et a le déréférencement assez facile. Donc, je vous engage à aller vérifier que vous êtes bien conforme à leur demande. Pour ceux qui proposent, qui sont certificateurs dans le cadre des certifications professionnelles ou habilités, eh bien, nous avions proposé un webinaire le mois dernier que vous allez pouvoir retrouver sur notre chaîne YouTube notamment. Ce webinaire parlait de l'analyse de l'opportunité d'un dépôt de certification. Donc ça, c'est effectivement si vous avez un projet de dépôt ou de redépôt auprès de France Compétences. Nous avions co-animé ce webinaire avec Rim Gadas du cabinet Switch Compétences. Elle donnait beaucoup d'informations, y compris pour ceux qui sont déjà certificateurs. Donc, je vous invite à aller voir le replay. En parallèle de ça, nous avons sélectionné aussi un dossier proposé par Centre Info, un dossier documentaire qui comprend une sélection d'articles et des extraits de documents qui portent justement sur la certification professionnelle dans son ensemble et sur les obligations qui incombent aux organismes certificateurs. Il est assez riche, ce dossier, comme souvent quand Centre Info fait des dossiers thématiques. Il y a une bibliographie. Donc là, si vous êtes concerné, oui, je vous invite à aller le télécharger. Vous le savez aussi, la liste annuelle des métiers émergents a été mise à jour en ce début d'année par France Compétences. Il n'y a pas de gros changements, mais ça revalide la plupart des métiers précédents, ça en rajoute quelques-uns. Et ces métiers émergents, c'est important de les connaître, qu'on soit d'ailleurs dans le cadre d'une certification professionnelle ou pas, parce que ça décrit la tendance du marché. Donc, vous le savez, si effectivement vous rentrez, vous souhaitez faire un dépôt qui porte sur un métier émergent, vos démarches seront facilitées. Ça ne veut pas dire que votre dépôt sera accepté. En tout cas, c'est une procédure un petit peu dérogatoire et plus rapide. Mais dans tous les cas, connaître ces métiers émergents va vous permettre, qui que vous soyez, quelle que soit votre activité, de comprendre les tendances des marchés et d'adapter votre offre. Donc, c'est toujours intéressant d'aller consulter cette liste. C'est une seule page. Je vous invite à le faire, ça ne prend pas beaucoup de temps. Il y a également une nouvelle version du document à joindre pour le dépôt des titres RNCP.
Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais euh, ça va avoir une influence notamment importante sur les questionnaires que vous diligentez auprès des personnes que vous avez formées. Pourquoi? Parce que dans ce document aujourd'hui, parmi les annexes à ce document, France Compétences a introduit des nouveautés dans le tableau euh, avec des menus déroulants. Donc, si vous voulez faciliter finalement non seulement le recueil, mais ensuite la transposition des réponses de vos questionnaires à ce tableau-là, eh bien, il peut être excellente idée de modifier vos questionnaires pour qu'ils correspondent aux demandes de ce tableau. Ça paraît évident, mais encore faut-il le faire. Voilà. Donc là aussi, vous trouverez sur le site de Switch Compétences et puis pour nos clients sur notre plateforme, le détail de cette nouvelle version du document à joindre pour pour le dépôt des titres RNCP. Pour les acteurs de l'apprentissage, pas mal d'actualités ces derniers temps. Vous le savez, le SERPA a été mis à jour en début d'année. On est à la version 13 du SERPA d'apprentissage. La notice a également été mise à jour. En ce qui concerne les montants et les conditions d'éligibilité de l'aide unique aux employeurs d'apprentis, après un petit suspense en début d'année qui n'en était pas vraiment un, puisque finalement, ce qui avait été indiqué a finalement été tenu. Euh, voilà, il y a eu une baisse effectivement qui était attendue des montants finançant cette aide unique aux employeurs. Vous voyez le détail à l'écran. Vous le savez, puisque de toute façon, c'était déjà très annoncé en fin d'année précédente. Ça a été confirmé. Je vous laisse imaginer que c'est une exploitation majeure pour vous à mettre en avant. Bien sûr, à transmettre à vos équipes, bien sûr à transmettre à vos clients, partenaires, entreprises, et aussi, bien évidemment, c'est important que vos bénéficiaires, vos alternants, vos apprentis soient informés pour pouvoir communiquer avec leur employeur, pouvoir proposer leur candidature quand c'est le cas. Donc, tout cela fait partie de l'exploitation que vous devez mener. Ce qui vient de se passer justement là en cette fin de semaine dernière, c'est la confirmation de la modification des charges salariales et de la prime d'activité. Alors, c'était vraiment ce week-end justement que ça s'est passé. Euh, il y a un abaissement du seuil d'exonération des charges sociales des apprentis qui passe de 79% du SMIC à 50% du SMIC pour les contrats qui sont signés à partir du 1er mars 2025. Euh, cette baisse du pourcentage, euh, bien sûr, entraîne des conséquences, puisque cela signifie que, euh, pour faire simple, tout ce qui est au-delà des 50% du SMIC rentre dans le spectre des charges salariales et que donc vos apprentis vont voir apparaître de la CRG, CRDS sur leur bulletin de salaire notamment et d'autres charges qui, jusque-là, ne les impactaient pas. Donc, c'est important de les informer, de leur faire comprendre de quoi il s'agit. C'est dans le cadre du financement de la sécurité sociale que cette mesure est apparue. De la même manière, dans le même week-end, la prime d'activité a été modifiée. Et là encore, on voit une baisse du pourcentage des revenus pris en compte dans le calcul de la prime d'activité. Jusque-là, ces revenus étaient pris en compte à 61%. Ils le sont maintenant à 59,85% à compter d'aujourd'hui. Ça va donc réduire la prime. Pour autant, en parallèle, comme chaque année, le montant forfaitaire mensuel de la prime est lui revalorisé de 622,63 € à 633,21 €. Donc oui, c'est un peu à n'y rien comprendre puisque d'un côté, ça fait baisser la prime, de l'autre côté, ça l'augmente. En tout cas, je vous invite à bien regarder comment cela impacte vos apprentis, à faire passer cette information auprès des entreprises et auprès également de vos apprentis, puisque clairement,
déjà difficile à comprendre pour nous, acteurs du paysage de la formation, mais pour un jeune qui commence son activité, c'est un marasme d'incompréhension. Donc, peut-être pouvez-vous traduire cela plus facilement pour eux au moyen d'outils adaptés. En tout cas, je vous invite à le faire. Quant à l'apprentissage transfrontalier, vous avez vu passer plusieurs textes aussi en ce début d'année. Là, j'ai noté les deux derniers en question, celui qui concrétise les modalités de l'apprentissage transfrontalier entre la France et l'Allemagne, et puis le gros décret, j'allais dire, parce qu'il est un petit peu important pour les modalités de l'apprentissage transfrontalier applicables à tous les autres pays, on va dire. Euh, voilà, qui indique vraiment comment les modalités de cet apprentissage transfrontalier sont déployées. Ça modifie même le code du travail, donc c'est assez important de bien connaître ce texte. Si vous êtes référent mobilité, c'est encore plus important, évidemment. Donc là encore, allez regarder ces décrets, ou bien sûr, pour l'instant, ils ne sont pas encore sortis, mais les futurs articles qui seront consacrés à ces modifications, et noter en exploitation ce que ça va changer pour vous. Encore des contrôles. Le vadémécum de contrôle de l'apprentissage a lui aussi également été mis à jour. Et là encore, je vous invite à aller le télécharger, à bien le consulter. Vous l'avez compris, l'enseignement supérieur privé est dans le viseur, l'apprentissage également. Si en plus vous êtes un acteur qui combine les deux, eh bien vous serez visé sans doute en premier. Bon, l'avertissement est assez clair. Donc, combinez la lecture de tous les outils de contrôle, de tous les guides de contrôle qui sont dans votre champ, dans votre spectre. Lisez-les, transmettez-les à vos équipes et vérifiez dans le cadre d'audit interne que vous êtes conforme. Je sais, je me répète beaucoup, mais je pense que ça peut être vraiment, vraiment, vraiment utile. Voilà pour la veille légale et réglementaire. Je vais vite, mais nous avons 1 heure à passer ensemble et je voulais faire aussi un petit arrêt sur les autres types de veille. Donc là, on va passer à la veille sur les évolutions des métiers, des compétences et des emplois. Rassurez-vous, je répondrai à toutes vos questions en fin de webinaire, y compris sur la veille légale et réglementaire. Alors, la veille sur les évolutions des métiers, compétences et emplois, ce n'est pas seulement la veille sur vos thématiques de formation. Bien sûr que celle-ci compte et bien sûr que vous devez être absolument informé de ce qui se passe dans votre propre paysage pour notamment mettre à jour vos supports de cours ou de présentation. Mais plus largement, et c'est comme ça que je peux vous proposer aujourd'hui une veille sur l'indicateur 24, puisque je ne peux pas aller dans le détail de chacun et chacune aujourd'hui, voilà, j'ai essayé de vous proposer des contenus qui sont transverses et qui vont vous intéresser, quel que soit votre champ d'activité. Alors, chaque année, Centre Info propose un baromètre, une présentation du baromètre de la formation et de l'emploi qu'il réalise avec l'Institut CSA. Ce webinaire sera le 8 avril, donc la semaine prochaine, et son objet, c'est de présenter cette 6e édition du baromètre de la formation. Mais qu'est-ce que c'est? C'est en fait la présentation de l'opinion d'un panel d'actifs à l'égard de l'orientation et de la formation professionnelle et un éclairage sur les nouvelles tendances de leurs aspirations et les nouvelles tendances de la formation, bien sûr. On va parler d'intelligence artificielle dans ce cadre-là aussi. En quoi cet outil, cette présentation-là peut vous être utile? Eh bien, tout simplement parce que ça va vous permettre de comprendre comment orienter vos offres, comment satisfaire finalement vos clients ou futurs clients, quelles sont les attentes des apprenants réellement aujourd'hui. Aligné sur ces tendances, c'est important pour maximiser finalement la vente de vos formations ou prestations et également la satisfaction de vos bénéficiaires.
Donc, assistez à ce webinaire, notez, conservez la preuve que vous avez assisté à ce webinaire et ensuite, voyez ce que ça peut avoir comme impact sur votre catalogue notamment. J'ai mis en avant également le ROM 4.0. On en a déjà parlé de ce ROM, notamment dans le premier webinaire de l'année, qui est disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Et vous le savez, le ROM, c'est ce qui permet de calibrer, notamment au niveau de France Travail, la typologie des métiers, de donner en fait un cadre à chaque métier. Donc, c'est cette base de données qui est utilisée par les acteurs de l'orientation, les acteurs de l'insertion professionnelle. Et bien évidemment, France Travail a fait évoluer ce ROM. On est à la version 4. Là, ils ont introduit des outils, booster l'intelligence artificielle, comme le titre l'indique. Et cela permet d'enrichir les fiches qui sont à disposition du public et de vous-même via Métier-Scope, sur lesquels vous allez trouver les compétences, les savoir-être professionnels et les savoir-faire, bien sûr, qui sont attendus pour un métier donné. Donc, c'est un petit peu comme voilà, une fiche de poste, une fiche métier. Vous allez aussi pouvoir, dans le cadre de Métier-Scope, regarder les besoins par bassin d'emploi. Ces bassins d'emploi, et pas uniquement au niveau d'une région ou d'un département, hein, ça peut être vraiment sur des zones très spécifiques. Donc, selon votre zone de commercialisation de vos actions, ça peut être très important d'aller regarder ce qui est attendu, ce qui est demandé, les métiers en tension de votre zone. Et donc, allons plus loin. Cette fiche, elle va vous permettre peut-être de revoir vos objectifs de formation ou de revoir la façon dont vous allez former les personnes pour qu'elles atteignent les savoir-faire et les savoir-être qui sont demandés, qui sont calibrés par le marché. On part du marché pour proposer euh, ces fiches et donc vous aussi, vous devez partir du marché et des attentes du marché pour proposer vos prestations. Voilà. Donc, vous retrouverez ces fiches-là sur Métier-Scope, hein. C'est un site qui est accessible à tous et qui est plutôt bien fait. Je vous engage à aller le regarder si ce n'est pas déjà le cas. Ensuite, Ccampus nous a proposé un article que nous avons trouvé plutôt intéressant avec des idées de services additionnels à proposer à vos clients. On le sait aujourd'hui, convaincre sur une action de formation, ce n'est pas toujours simple. Il y a des questions de budget, il y a des questions de, 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 de moments. Là, la période étant ce qu'elle est, parfois les clients sont un petit peu frileux. Néanmoins, il y a des réalités et ils ont besoin de continuer à former leurs collaborateurs, de continuer à les faire évoluer au travers de bilans, etc. Donc, ce que propose Ccampus, et je vous invite à aller voir cet article, il est vraiment plutôt bien fait, c'est par exemple, parmi les six services, de réaliser un diagnostic des compétences clés internes et donc d'aider votre client à monter les plans de développement de compétences en fonction de ces compétences identifiées. Donc oui, pourquoi pas penser à élargir le spectre. Nous sommes des formateurs, nous sommes des acteurs de la formation, mais nous avons aussi cette vision d'accompagner les clients à faire monter leurs salariés en compétences. Pourquoi pas proposer ce type de service diagnostic euh, à vos clients? Ça peut être une excellente porte d'entrée. Donc, à voir. Il y a d'autres idées, hein, puisqu'elles sont au nombre de 6. Je vous invite à aller les consulter. Deux autres contenus qui peuvent bien vous intéresser. Si, comme moi, vous n'avez pas pu assister à l'Université d'hiver de la formation professionnelle, qui est quand même un rendez-vous assez important pour l'univers de la formation, qui a lieu donc à Cannes et qui est organisé par Centre Info et qui réunit beaucoup d'acteurs, notamment institutionnels de la formation. Vous pouvez maintenant consulter la webographie issue de cet événement et qui est très fournie.
Elle va vous proposer des ouvrages, des rapports, des articles, des textes officiels, des vidéos, des podcasts, et elle regroupe vraiment un ensemble de références et de ressources qui illustrent les défis de notre secteur vraiment de façon précise. Voilà, vous trouverez dans ce cadre, j'imagine, des idées peut-être d'amélioration continue ou de services à développer ou de réorientation à opérer, puisque bien sûr, on va parler de financement, on va parler de réglementation, on va parler de qualité de la formation, on va parler d'outils, d'intelligence artificielle, etc. Donc, c'est très riche. Je ne doute pas qu'au travers de ça, vous pouvez trouver des idées d'exploitation. Et c'est très transverse. Donc, tous ici, on peut être concerné par ces thématiques. De la même manière, l'INSEE, chaque année, publie formation et emploi. Alors aujourd'hui, c'est sur une page qui est interactive et qui vous permet d'avoir accès à des infographies, des chiffres au-delà des textes qui sont proposés. C'est assez bien fait et ça présente donc les principales analyses, notamment sur les sortants du système éducatif, sur l'insertion professionnelle, mais aussi sur la formation tout au long de la vie. Donc là aussi, peut-être cela vous paraît-il un peu fastidieux d'aller regarder ce type d'analyse, parce que on voit l'INSEE comme quelque chose d'assez statistique et un peu poussiéreux. Aujourd'hui, ils ont quand même fait l'effort de proposer des documents qui sont beaucoup mieux réalisés, beaucoup plus visuels. Et là encore, on peut avoir euh, des petits étonnements, des petites révélations qui vont vous permettre d'adapter vos offres. Voilà pour la veille métier. En ce qui concerne la veille sur les innovations pédagogiques et technologiques, je fais un petit arrêt là-dessus parce que je constate que c'est finalement la veille qui est la plus difficile à traiter pour vous. Je le vois dans le cadre des audits, très souvent les personnes sèchent là-dessus parce qu'elles me disent, mais oui, mais nous, on ne veut pas utiliser des outils technologiques, on n'a pas les moyens pour ça ou on n'a pas l'équipe qui va avec, donc c'est pas pour nous. Donc on ne voit rien à proposer dans le cadre de cette veille. Ok, alors refaisons un point. Quand on vous parle d'innovation pédagogique et technologique, bien sûr, il y a le mot technologique et vous pouvez utiliser des outils, mais on ne parle pas forcément, même si là on va en parler, mais on ne parle pas forcément que d'intelligence artificielle, on parle aussi d'outils qui peuvent vous simplifier la vie. Tout simplement, faire une veille, ça peut être se renseigner sur comment mieux utiliser PowerPoint, si vous ne le faisiez pas avant, si vous n'avez pas suivi de formation avant sur le sujet, eh bien, c'est une innovation pour vous. J'utilise un nouvel outil pour, je ne sais pas moi, réaliser mes PDF de formation. Aujourd'hui, il y a plein d'outils gratuits qui font ça. Bon, ben, très bien, ça fait partie du cadre. Mais également, vous allez trouver un nouvel icebreaker. Vous allez lire un article sur euh, la classe inversée et vous servir de ces données pour peut-être modifier un petit peu votre façon de former. Tout ça, ça rentre dans le scope des innovations, puisque l'innovation, c'est ce que vous ne faisiez pas et que vous faites aujourd'hui. Donc, il faut vraiment élargir un petit peu votre spectre d'analyse par rapport à cet indicateur et vous verrez que finalement, cette veille, on la fait tous tout le temps parce qu'on lit des livres sur le sujet ou des articles ou des comptes LinkedIn qui en parlent. Et c'est simplement le réflexe de les noter ou oui, de les tracer avant de les mettre en œuvre qui nous manque. Alors voilà ce qu'on vous propose. Nous avons identifié sur Yapluka, un organisme qui propose beaucoup de ressources très intéressantes, un jeu qui permet donc de se présenter autrement. En entrée de formation, surtout quand on a des formations en inter, il n'est pas rare de faire des présentations croisées, de faire en sorte que voilà, les apprenants puissent avoir un tout petit temps de brise-glace et de connaissances en entrée de formation. Le jeu, qui est téléchargeable gratuitement sur le site de Yapluka, voilà, permet de faire ça de façon un petit peu différente, de façon très conviviale
Et voilà, c'est gratuit, cette ressource, vous pouvez la télécharger dès à présent, vous verrez, c'est bien fait. Vous allez en trouver encore une fois plein d'autres sur leur site et on les remercie de leur travail qu'ils mettent très souvent à disposition du public. Processus de mémorisation, eh bien, Calimedia, dans cet article, fait un point sur les dernières recherches en termes de mémorisation, comment on peut favoriser l'appropriation des connaissances de nos apprenants. Voilà, ça c'est un sujet qui nous concerne tous. Éviter cet oubli qui peut aller assez vite finalement. Faire en sorte qu'il y ait cet ancrage. Voilà, ça peut être pour tout le monde quelque chose à réfléchir et donc à exploiter dans le cadre de votre indicateur 25. Nous avons mis en avant aussi l'édition numérique et gratuite du livre Apprendre avec les Serious Games. Tout le monde ne fait pas de gamification dans le cadre de ses formations. Néanmoins, c'est pourquoi pas une idée à explorer, à tester. Ce livre-là, encore une fois, il est gratuit et à votre disposition. Pourquoi pas sur les belles journées d'été à venir, le consulter et tirer quelques idées, commencer à explorer cette ludopédagogie au travers des préconisations des auteurs de ce livre, qui ont eu la gentillesse de le mettre à votre disposition. Alors, oui, on va parler un peu d'intelligence artificielle. Ne vous braquez pas. C'est effectivement quelque chose qui aujourd'hui fait partie de notre quotidien, même si on ne s'en sert pas tous, on en entend tous parler et on ne peut pas faire l'autruche par rapport à ça. C'est important de commencer à se renseigner et si on ne veut pas le déployer tout de suite, au moins à savoir clairement ce qui est possible avec cette IA ou ce qui est déontologiquement plus délicat. Et donc, nous avons sélectionné 3 guides pour vous aider à vous informer. Le premier est issu de l'Académie de Créteil et il propose des exemples concrets de mise en application. Donc, l'Académie de Créteil, on ne peut pas douter effectivement de sa rigueur et de sa déontologie. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir une vision un petit peu de l'intelligence artificielle dans le contexte éducatif. Il y a des exemples pratiques. Pourquoi pas en tester certains? En tout cas, vous serez informé et bien informé. Le second, c'est un livre blanc qui a été réalisé par Open Classroom et qui aborde l'utilisation de l'IA dans la création de scénarios pédagogiques. Là encore, à tester sans doute, puisque plutôt que de se retrouver en concurrence avec des personnes qui l'utilisent et qu'on soit complètement loin de ces sujets, autant être informé. Vous déciderez ensuite en conscience de l'utilisation ou non de l'IA pour réaliser vos contenus pédagogiques, en tout cas vos scénarios pédagogiques. Leur livre blanc est très bien fait et propose des exemples de prompts. Donc les prompts, ce sont les phrases à indiquer à votre intelligence artificielle, celle de votre choix, pour qu'il fasse ce que vous lui demandez. Hein. Voilà. Donc, il va vous proposer, ce livre blanc, des exemples à tester. Encore une fois, ça peut être un simple test et vous décidez ensuite de ne pas aller plus loin, mais pourquoi pas être curieux. Enfin, l'Université de Sherbrooke vous propose un guide interactif, un guide en ligne, pour vous proposer de réfléchir à des outils d'évaluation toujours boostés avec l'IA. Vous le savez, aujourd'hui, les apprenants, notamment dans l'enseignement supérieur, ne nous ont pas attendus pour utiliser l'IA dans le cadre des évaluations qui leur sont demandées. Donc, connaître ces outils, connaître les outils aussi pour détecter les fameux plagiats, c'est important. Et pourquoi pas, nous aussi, nous mettre à la page en proposant des évaluations qui sont donc de plus en plus adaptées aux différents contextes éducatifs qui sont les nôtres. Vous en jugerez par vous-même. Enfin, voici d'autres ressources que nous avons sélectionnées pour vous. Alors, tout simplement, Magic Slide, c'est une alternative à PowerPoint ou à Canva. C'est un outil de présentation
Ce que nous avons proposé comme ressource ici, c'est la présentation de cet outil. Ce n'est pas l'outil en lui-même. Ça vous permettra, au travers du podcast mentionné, de connaître les modalités de cet outil et pourquoi pas de le tester. Si vous exploitez très régulièrement des articles scientifiques, vous faites des recherches autour de cela, cet outil SCI Summary va vous permettre d'aller plus vite dans cette exploitation, d'avoir des résumés, des mises en avant, des thématiques de recherche. C'est intéressant, notamment pour voilà, l'enseignement supérieur. N'hésitez pas à le tester. Outil très simple à utiliser, Text Behind Image, c'est un outil qui vous permet d'intégrer du texte derrière vos images. Donc, cela peut vous servir, bien sûr, pour vos supports de présentation ou de cours, mais aussi pour votre communication, vos catalogues, vos livrets de présentation, vos livrets d'accueil, etc. Donc, là aussi, facile à utiliser, à exploiter dans le cadre de votre veille. Enfin, deux boîtes à outils assez précieuses. Celle réalisée par Sidology présente 10 outils vraiment spécifiques pour la formation. Vous pouvez la découvrir à tout moment, elle est sur le site de Sidology. Et une boîte à outils qu'on a vraiment beaucoup appréciée, c'est celle conçue par Caroline Deblander, Olivier Bernhardt et Clément Cahagne. Ils sont trois experts de la pédagogie, qui sont issus de domaines variés, mais qui partagent une vision vraiment commune, celle de mettre en avant les usages pédagogiques avant les outils digitaux. Donc là, on est nombreux à la partager. Un outil reste un outil. Pour autant, certains de ces outils sont très utiles pour nous faire gagner du temps sur des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Vous verrez, elle est très complète, cette boîte à outils du digital learning. Donc, je vous invite à la consulter. Et bien sûr, hein, vous pouvez à tout moment nous faire des retours. Nous sommes preneurs. Quand vous utilisez nos suggestions, n'hésitez pas à nous indiquer sur notre boîte contact@veilleformation.com ce que vous en avez pensé, parce que ça nous aide aussi à ajuster notre sélection, à vous proposer des choses qui sont toujours plus pertinentes pour vous. Voilà, j'en ai fini, il est 14h29. Je vais pouvoir prendre vos questions sans trop abuser de votre temps. Véronique me demande, on peut trouver le manuel du référentiel de contrôle qualité d'OF. Ok, oui, ne vous inquiétez pas, Véronique, bien sûr, il est à disposition. Vous le retrouverez, enfin, nous vous indiquerons le lien pour cela, vous le retrouverez dans le support. Vous l'aurez à disposition dans le support. Est-ce qu'on peut assister au webinaire d'Opco Santé de manière régionale pour remplacer le questionnaire de satisfaction financeur? Oui, à partir du moment où vous tracez votre participation, bien évidemment. Donc, conservez bien cette trace-là. Conservez aussi, si fournissent un support ou en tout cas quelque chose qui mentionne la thématique, hein, parce que ce ne sont pas encore une fois n'importe quel webinaire d'OPCO, ce sont les webinaires qui traitent des critères de financement. Donc, il faut que vous puissiez démontrer le jour de l'audit que c'était bien un webinaire auquel vous avez participé et qui traitait de cette thématique. Mais bien sûr que ça peut être au niveau régional, il n'y a aucune restriction par rapport à ça. Au contraire, s'il y a des spécificités régionales, autant que vous les connaissiez. Les indicateurs de la grille d'audit des formations éligibles au CPF sont-ils connus? Eh bien, Jean-Luc, sur le site de la Caisse des dépôts, vous trouverez un article qui parle de cela et il y a un lien dans l'article qui vous amène à connaître ces critères-là. Donc oui, ils sont connus. Après, on pourrait s'attendre à ce qu'eux aussi fassent l'effort d'avoir un manuel un petit peu plus explicite et fourni. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si c'est le cas demain, on vous fera bien sûr passer l'info dans notre prochain webinaire. Enfin, Adeline, bonjour. Avez-vous des informations, voire un mode opératoire concernant l'alimentation du passeport prévention par les OF concernés à compter du 28 avril? Alors, on a fait le choix de ne pas en parler aujourd'hui, tout simplement parce que, il y a encore assez peu d'informations sur le sujet. L'obligation va s'étaler, hein. Donc, oui,
Vous allez bien entendu avoir à disposition très prochainement, j'imagine, avant le 28 avril, sans doute un mode opératoire qui va être réalisé. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et puis, il y aura voilà, un calendrier de déploiement. Vous le savez, hein, ce n'est pas tout de suite, tout de suite. C'est d'abord le SST, je crois, de mémoire. Et ensuite viendront les autres. Donc, je ne peux pas être plus précise avec vous aujourd'hui, mais sans doute que lors de notre prochain webinaire, ce sera le cas et nous ne manquons pas d'en parler parce que ça fera partie de l'actualité du trimestre prochain. Est-ce que nous avons prévu un webinaire spécifique à la sous-traitance? Écoutez, pourquoi pas, on peut le faire. Et merci de nous le demander. N'hésitez pas, encore une fois, à nous faire passer vos souhaits, en fait, que ce soit via LinkedIn ou via notre boîte contact@veilleformation.com. Nous sommes preneurs de vos suggestions. Donc, si vous avez des besoins particuliers sur nos thématiques de webinaire, au contraire, dites-le nous et nous adaptons. Donc, pourquoi pas, Christelle, je vais y penser. Et puis, tenez-vous au courant sur notre page LinkedIn de notre actualité. Sylvia me demande, est-ce que la CDC fait des webinaires comme financeur? Alors, la CDC n'est pas considérée comme un financeur, puisqu'en fait, le CPF est issu du portefeuille, entre guillemets, des salariés. Donc, ce n'est pas réellement considéré comme un financeur. Et elle ne fait pas de webinaire particulièrement. Ça arrive que les intervenants de la CDC soient invités à des webinaires. C'est plus rare que eux en fassent. Si tel est le cas, nous les relayons en général. Donc, en tout cas, pour répondre à l'indicateur 30, la CDC, vous n'avez pas besoin de l'interroger. Ce sont vos bénéficiaires que vous interrogez et non la CDC. Elle ne finance rien, elle. Existe-t-il une liste qui mentionne l'ensemble des prochains webinaires liés aux financeurs? Et non, il faut que vous alliez sur chaque site de chaque OPCO pour savoir leur prochain webinaire. En revanche, si vous êtes client Veille Formation, nous avons fait un Padlet qui mentionne toutes les actualités de chaque OPCO, enfin le lien vers leur page d'actualité. Donc là, vous les retrouverez plus facilement. Sinon, malheureusement, c'est un travail à faire pour chacun des OPCO. Je suis navrée, il n'y a pas de page pour ça. Est-ce que nous allons faire un webinaire pour les futurs organismes? Ça veut dire que pour créer son organisme, c'est ça que vous voulez dire, Nolwenn? Répondez-moi avant que je vous réponde. Encore une fois, voilà, la thématique, si vous souhaitez qu'on l'aborde, on peut la faire. J'attends votre réponse et je vais répondre à Bernard en suivant. Concernant la sous-traitance, y a-t-il des études ou observatoires de rémunération des sous-traitants? Et pas à ma connaissance, non. Non, non. Je comprends pourquoi vous posez la question, mais non, je ne crois pas. Je pourrais me renseigner et vous faire passer l'info si tel est le cas, mais je n'en ai jamais vu pour le moment. Et donc, Nolwenn, oui, pour la création de l'organisme. Eh bien, écoutez, on peut l'envisager, faire un webinaire pour les futurs organismes et les nouveaux entrants, en fait, dans le cadre de Calliope. On peut effectivement proposer ça. Pourquoi pas un webinaire conjoint, d'ailleurs, entre les nouveaux entrants et les sous-traitants, puisque finalement, souvent, les sous-traitants deviennent de nouveaux organismes de formation. Bon, très bien. Écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. Et je vais vous remercier de votre qualité d'attention et justement de vos interactions qui sont toujours très riches pour nous. Nous espérons vous retrouver très vite, sans doute le mois prochain. Restez abonnés à nos actualités sur nos réseaux sociaux pour savoir quelle sera la prochaine thématique, sans doute mi-mai, voire fin mai, en fonction de la fin des vacances scolaires et des ponts. Et je vous remercie et vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.